Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des dossiers de l'espace. Cette semaine, on va continuer notre petit tour des systèmes de propulsion spatiaux avec la propulsion électrique. Tout comme pour nos voitures, la propulsion électrique spatiale est en train de prendre son envol. On a vu la semaine dernière que les moteurs spatiaux fonctionnent en éjectant de la matière grâce au principe d'action-réaction. La propulsion chimique fait donc le pari d'expulser de grandes quantités de matière, jusqu'à plusieurs tonnes par seconde, à des vitesses relativement faibles pour créer une poussée. L'approche des moteurs électriques est différente. Il s'agit d'expulser une petite quantité de matière mais à une vitesse bien plus importante. Comme son nom l'indique, la propulsion électrique utilise l'électricité pour accélérer la matière qui va être éjectée par la tuyère. La matière, l'ergol, est bien souvent un gaz inerte. En accélérant la vitesse d'éjection des gaz, on peut se permettre d'en utiliser moins pour fournir une accélération donnée. Ce qui donne des moyens de propulsion plus économes en ergol. C'est là tout l'attrait des modes de propulsion électrique. On décrit cette efficacité dans la consommation par l'impulsion spécifique, abrégée ISP. Plus celle-ci est élevée, plus un moteur est efficace. Il existe plusieurs moyens d'accélérer un gaz à l'aide de l'électricité, et nous allons les détailler dans ce dossier de l'espace. Mais avant ça, revenons sur l'histoire de cette technologie dont les idées remontent au tout début de la conquête spatiale. Le premier à émettre l'idée d'utiliser l'électricité pour une propulsion spatiale est Robert Goddard en 1906. Il est suivi de près par le très ingénieux Konstantin Tsiolkovsky. Souvenez-vous, c'est le même instituteur russe dont on a parlé la semaine dernière dans le dossier de l'espace consacré à la propulsion chimique. Hermann Oberth reviendra lui sur le concept en Allemagne en 1929. Il faut attendre les années 60 pour passer de la théorie à la pratique. En 1964, Ernst Uehlinger, travaillant alors pour la NASA, est le premier à proposer un modèle complet de moteur ionique. La même année, les premiers propulseurs à plasma pulsé expérimentaux sont envoyés dans l'espace par l'URSS. Ils utilisent alors des vapeurs de césium et de mercure comme gaz de propulsion. Ces expérimentations continuent jusque dans les années 80. En 1971, les Russes mettent en orbite le satellite Météor. Ce dernier est équipé d'une paire de propulseurs à effet Hall. C'est la première fois que la propulsion électrique trouve une réelle application dans l'espace. Plusieurs centaines de ces moteurs seront mis en orbite au cours des décennies suivantes. Dans les années 90, c'est au tour des moteurs ioniques de connaître un certain succès. Sur cette technologie, ce sont les Japonais qui sont les pionniers. Ils placent le premier propulseur ionique en orbite sur le satellite de communication ETS en 1995. La NASA suit de très près et lance en 1998 la mission Deep Space One, la première sonde scientifique équipée d'un moteur ionique. À partir de ce moment-là, les agences spatiales américaines, japonaises et européennes vont commencer à s'intéresser à l'usage des propulseurs électriques pour les missions scientifiques. On peut citer par exemple le moteur ionique de la mission de retour d'échantillons japonaise, Hayabusa, ou le propulseur à effet Hall de la mission lunaire européenne, Smart One. Mais concrètement, comment ça fonctionne la propulsion électrique ? On l'a dit, pour produire une poussée, il faut accélérer un gaz et l'éjecter. La propulsion électrique arrive à ce résultat à travers une grande diversité de méthodes qu'on peut classer selon trois grands principes. Les méthodes électrothermiques, électrostatiques et électromagnétiques. Certains moteurs peuvent même coupler plusieurs de ces méthodes entre elles. C'est le cas du moteur Vasi-MR par exemple, dont on avait parlé dans l'épisode 19 de Dernières Nouvelles des Étoiles. La méthode de propulsion électrothermique repose sur la détente des gaz. Un gaz chaud occupe plus de volume que le même gaz froid. C'est le principe qui permet aux montgolfières de s'envoler avec l'aide d'un simple brûleur et de la poussée d'Archimède. Dans l'espace, il est possible de produire une poussée en chauffant un gaz dans un espace confiné et en ne lui laissant qu'une porte de sortie pour se détendre, la tuyère. Quand on a une source d'électricité sous la main, la méthode la plus simple pour arriver à ce résultat est de chauffer le gaz grâce à une simple résistance électrique, comme celle qui équipe votre four ou votre grille-pain par exemple. On appelle ce type de propulseurs spatiaux des résistojets. La méthode ne permet toutefois d'engendrer qu'une très faible poussée, n'est pas réellement plus économe en carburant que la propulsion chimique avec une ISP de l'ordre de 300 secondes. Pour faire mieux, on peut utiliser un arc électrique pour chauffer le gaz. Les moteurs qui utilisent cette méthode sont appelés arc-jets. Il est possible alors d'atteindre une ISP jusqu'à 700 secondes grâce à eux.
Du fait de cette efficacité, ils sont parfois utilisés pour les corrections de trajectoire sur certains satellites. Cependant, le gros des propulseurs électriques actuellement utilisés par l'industrie spatiale font appel à l'électrostatique ou l'électromagnétisme. Les versions électrostatiques font appel à la force de Coulomb pour accélérer les ions, tandis que les versions électromagnétiques font appel à la force de Lorentz. Les moteurs ioniques et à effet Hall sont tous les deux à classer dans cette catégorie. Dans ces types de propulseurs, une grande partie de l'ergol est ionisée pour former un plasma. Un gaz à basse température est toujours neutre électriquement. On le ionise généralement en le portant à très haute température ou en le bombardant d'électrons. Les ions ainsi formés possèdent une charge électrique positive. Ils réagissent donc aux autres charges électriques présentes dans leur environnement selon les lois de l'électrostatique. Les charges opposées s'attirent et les charges identiques se repoussent, comme pour un aimant. Dans un moteur ionique, on utilise deux grilles fortement chargées électriquement pour accélérer les ions. Ces derniers peuvent être éjectés à des vitesses pouvant aller jusqu'à 80 km par seconde. Cette très grande vitesse d'éjection d'une faible quantité d'ergol permet à ce type de moteur d'atteindre une ISP de plusieurs milliers de secondes. On parle donc d'un mode de propulsion bien plus efficace que la propulsion chimique. Côté puissance par contre, c'est beaucoup moins glorieux. Placez par exemple votre main à 20 cm de votre bouche et soufflez doucement dessus. Voilà, vous venez d'expérimenter la puissance dévastatrice d'un moteur ionique. Un moteur à effet Hall fonctionne presque de la même manière. Il utilise lui aussi les forces électrostatiques pour accélérer les ions. En ionisant un gaz, on lui fait perdre des électrons. L'idée du moteur à effet Hall est de les récupérer grâce à un champ magnétique radial, pour pouvoir les réutiliser et continuer le cycle. Les propulseurs à plasma pulsé fonctionnent d'une manière encore différente. Souvenez-vous, ce sont les tout premiers moteurs électriques à avoir été employés dans l'espace. Les PPT, pour les intimes, utilisent la plupart du temps un ergol solide, du téflon. Ce dernier est vaporisé pour former un plasma grâce à une charge électrique. Il est alors accéléré par une force de Lorentz entre une anode et une cathode électrique. C'est exactement le même principe que dans un Raygun. En jouant sur l'intensité et la fréquence des décharges, il est possible de faire varier la puissance de ces moteurs. Ce système, bien que de conception simple, reste bien moins efficace que la propulsion ionique avec une ISP autour de 1000 secondes. Il reste donc pour l'instant utilisé de manière marginale. Tous les autres types de moteurs électriques jouent sur des variations de ces principes, détente et ionisation des gaz puis accélération grâce à des champs électriques ou magnétiques. Il existe cependant un moyen de pivoter dans l'espace grâce à une source d'électricité, sans utiliser aucun gaz ou propulsif d'aucune sorte. La roue de réaction possède un fonctionnement très simple. C'est une roue qu'il est possible de faire tourner très rapidement sur elle-même. Le simple fait d'entraîner la roue dans un sens fait pivoter l'engin spatial dans le sens inverse. C'est le même principe qui fait qu'un hélicoptère qui va perdre son rotor de stabilisation va se mettre à tourner dans le sens inverse de ses pales. Avec 3 roues de réaction perpendiculaires les unes aux autres, il est possible d'orienter un engin spatial dans toutes les directions sans dépenser 1 gramme de carburant. Alors oui, il est possible de faire des merveilles dans l'espace avec de l'électricité. Encore faut-il pouvoir se fournir en électricité lorsqu'on est loin de toutes les centrales terrestres. La solution standard, ce sont les panneaux solaires. Ceux-ci présentent l'intérêt d'une source d'électricité inépuisable, mais ils sont limités dans leur zone d'application. Au-delà de l'orbite de Mars, leur efficacité décroît rapidement. L'autre solution standard consiste à utiliser des systèmes thermoélectriques alimentés par des matériaux radioactifs. Ces derniers peuvent généralement fournir quelques centaines de watts pendant quelques années ou dizaines d'années. Théoriquement, il serait possible de développer des moteurs spatiaux électriques de grande puissance. Ils présenteraient de nombreux avantages et faciliteraient grandement l'exploration du système solaire. Oui mais voilà, qui dit grande puissance dit grande source d'énergie électrique. Et ça, c'est loin d'être gagné. Une fois dans le vide de l'espace, les centrales à charbon et autres barrages hydroélectriques ne servent à rien. La meilleure option pour une source d'électricité puissante et compacte serait bien évidemment d'utiliser l'énergie nucléaire. Mais en plus du défi technique, cela expose à un risque environnemental non négligeable. On envoie déjà des kilogrammes de plutonium dans l'espace pour alimenter les générateurs thermoélectriques de certaines sondes et robots.
Faudra-t-il un jour se décider à prendre le risque d'envoyer des centrales complètes pour ouvrir les portes du système solaire à l'humanité? C'est quelque chose dont on parlera en profondeur la semaine prochaine dans les dossiers de l'espace. Voilà, on arrive déjà au bout de ce dossier consacré à la propulsion électrique. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions et partager vos remarques en commentaire. Cette vidéo a principalement été écrite à l'aide du livre Fundamental of Electric Propulsion publié par le JPL en 2008. Je vous mets le lien dans la description. Je souhaite également remercier les tipeurs qui nous permettent de créer de plus en plus de contenu pour cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.